La volonté voluptueuse virait en pathétisme silencieux. La fierté de lui et d'elle la dilatait. Ils avaient, par des voies différentes, touché le point culminant d'eux-mêmes, ce point où la haute tension psychique veut atteindre l'absolu par l'union de la chair. Mais le mirage de la beauté dont les éblouissait le renoncement d'Éric leur cacha le miracle du désir muet pour un instant en amour total. Je vous aime et je vous admire, dit Jacqueline, lorsqu'ils furent rentrés dans la clarté blanche de la chambre de travail. Quoi qu'il advienne, rien ne rompra le lien qui nous unit. Promettez-moi de ne pas m'abandonner. Moi, je vous jure de me faire un cœur digne du vôtre. Que me donnerez-vous pour m'aider? La douleur humaine. Prenez-la dans vos adorables mains pour qu'elle soit plus légère. Portez-la dans votre âme pour qu'elle en devienne plus forte. Et quelquefois pensez à moi, qui ne vais plus vivre que pour vous. Pensez à vous. Ah, Dieu. Elle retrouvait la possibilité de sourire. Sa figure gardait encore quelque chose des grands mouvements de son émotion, mais la grâce câline y revivait et sa pâleur s'effaçait. Elle restait debout dans une attitude indécise, songeant à s'en aller. Elle dit: Il faut que je parte maintenant. Tout le romanesque excessif de la scène tomba à cette simple phrase. Elle le sentit et fut embarrassée d'être nu-tête. Éric rentra dans sa chambre et en rapporta le chapeau qu'elle y avait laissé. Pendant qu'elle se recoiffait devant la glace piquée de la cheminée, elle rougit. Le moment où elle avait fait le geste brave de tirer les longues épingles était déjà bien loin d'elle, et elle songea que si elle s'était donnée, la petite humiliation qui brûlait à ses joues serait peut-être une effarante détresse. Toute sa délicatesse intime s'épanouit à l'idée que rien n'était arrivé, qu'elle sortait de cette aventure, la fierté sauve. Quand elle fut près de la porte, les doigts à la serrure, Éric, dont le visage se bouleversait, la retint du geste et dit: pourtant, je puis être mort demain, et cette joie, je ne l'aurais pas connue. Vous oublierez, vous. Elle tendit ses lèvres avec un sourire de gaminerie tendre. Elle était redevenue la charmeresse amusée, habile, et qu'il faut qu'on adore. Éric hésita. Je ne pourrais plus vous laisser partir. Et, comme il se penchait, elle aperçut dans son regard le désir maître enfin de la volonté. Elle se redressa, échappant, lui jeta son baiser du bout des doigts, ouvrit la porte en disant: À bientôt, ami cher. Et très vite elle disparut, tandis que, accoudé à sa table, les yeux dans ses paumes, les dents serrées, Éric goûtait bien le fiel de son courage et souffrait l'affre de l'irréparable en songeant à l'heure pour toujours perdue. Jacqueline descendait l'escalier presque en courant, avec la peur d'un danger qui se fût hâté sur ses pas. Sa surprise grandissait d'être venue là, d'avoir éprouvé de telles choses, dit et entendu toutes ces paroles, risquer l'avenir. Elle ne reconnaissait plus les forces occultes qui l'avaient conduite si près de la faute. La fatigue l'envahissait. Dans la rue, une tiédeur de printemps l'enveloppa, et elle frissonna rétroactivement du froid de l'escalier noir. Elle vit à une horloge qu'il était midi moins le quart. Elle serait en retard pour le déjeuner. Le déjeuner, la vie de chaque jour qui continuait pareille. Non, rien n'était plus semblable à soi-même. André, qui l'attendait, n'était plus l'homme qu'il était la veille, ni elle la même femme. Le découragement qui l'avait conduite chez Eric Hansen la ressaisit plus pénétrant, plus désespéré. Elle voyait nettement la folie que cela avait été de croire un moment qu'elle pût refaire sa vie, en y laissant entrer cet homme dont tout l'éloignait, excepté son cœur. Mais son cœur était si las, elle ne savait presque plus qu'il l'aimait, tant s'imposait avec rigueur la certitude qu'il ne pouvait s'aimer. Elle avait marché quelque temps d'un pas mou, absorbée dans sa rêverie morose. Elle se décida à faire signe à un fiacre, il fallait bien rentrer. Comme elle y montait, Marken passa en Victoria, la salua et se retourna pour la regarder encore. Elle eut le temps de voir l'étonnement et le sarcasme de sa figure. Il pensait que c'était bizarre de la trouver à pareille heure si loin de chez elle.
Qu'importait au reste ce qu'il pouvait penser, lui et toute la terre. Cependant, elle fut ennuyée de l'avoir rencontré. Quand elle entra dans sa maison, le concierge lui remit la carte de Maud. Madame Simpson a dit qu'elle avait reçu une dépêche, qu'elle était obligée de quitter Paris aujourd'hui même, et qu'elle regrettait bien de ne pas trouver madame pour lui faire ses adieux. Jacqueline monta l'escalier, frappant la rampe à petits coups avec la carte de Maud qu'elle gardait à la main. Ce départ la laissait indifférente. L'histoire de la veille lui paraissait avoir 100 ans. Qu'était-ce que tout cela? Rien. Rien n'était rien. À quoi bon s'obstiner à vivre, puisque les émotions les plus véhémentes durent un instant, puisque les plus douces laissent la bouche amère et le cœur excédé, à quoi bon? 7. Léonora se pencha sur un miroir, arrangeant un pli de ses cheveux souples, ondés largement, et qui bouffaient autour de son petit front d'une blancheur de jade. Un moment elle continua de se regarder, puis haussa les épaules. Après un coup d'œil sur la pendule, elle prit son violon et se mit à faire un exercice en double corde tout en marchant. Le salon, meublé avec les épaves d'un luxe hasardeux, était inadéquat à la grave beauté de cette jeune femme. Les meubles avaient d'acerbes dorures bourgeoises, la soie des rideaux de trop vaste ramage, et les proportions de la garniture de cheminée étaient telles que la pièce en semblait rapetissée. Au mur se pressaient les portraits de la Helman Barozzi dans tous ses rôles, peinture disparate, trop pompeuse, et qui avait cet air de représenter une vie en imitation grossie de la vie, qu'on voit souvent aux portraits d'actrices, dont les peintres songent à rendre la célébrité évidente. Tout en jouant, Léonora s'arrêta devant le plus grand de ces tableaux. C'était, dans un paysage bleuâtre, une Iseult agitant l'écharpe qui suscite Tristan du fond de la nuit amoureuse. La jeune fille examina la peinture avec une attention roidie, comme si elle y eût découvert quelque singularité, puis elle reprit sa marche, attaquant d'un archet plus violent les cordes de son instrument. Le timbre électrique de l'entrée Léonora précipita son exercice. Elle tournait le dos à la porte lorsque sa bonne, une fillette bossue à regard de chien passionné, introduisit André Desmoustiers. Mademoiselle Barozzi se retourna. Excusez-moi, l'infernal tapage que je faisais m'a empêché de vous entendre. Laissez-moi vous remercier encore d'avoir consenti à me recevoir, dit André, qui avait une façon de mélancolie discrète, tressaillante. Je suis découragée terriblement. Léonora, sans répondre, indiqua un siège. Elle se mit à ranger son violon avec beaucoup de soin. Ah oui, attends, faut que je vois qui parle, là. Léonora sans répondre. Ah oui, Léonora reçoit la visite du mari. Hein, c'est bien ça. Hein? Donc, Léonora indiqua un siège, elle se mit à ranger son violon avec beaucoup de soin. Je crois que vous n'avez pas vu Jacqueline depuis jeudi, mais comme vous êtes revenus ensemble de chez madame d'Audichon, je n'ai sans doute rien à vous apprendre sur tout cela. Oui, elle m'a dit. Je ne sais si je puis parler librement d'un tel sujet avec une jeune fille. Je ne suis pas jeune, j'ai 28 ans, et mes susceptibilités se sont émoussées au contact des hommes et des femmes. Traitez-moi comme un camarade. Ah non, j'entends que si vous étiez un camarade, je me hâterais de ne rien vous confier. Les hommes sont des brutes égoïstes, avec qui il ne faut échanger que du superficiel. Et ce n'est pas de cela qu'il s'agit entre nous. Vous admettez, vous, j'en suis persuadée, qu'il n'y a rien de grave dans cette aventure. Attendez, ne m'interrompez pas. Je sais ce que vous allez dire. Je pense de moi ce que vous en pensez seulement. Tout de même, je suis informée de mes sentiments, et je vous affirme que ceux que j'ai eus pour madame Simpson étaient dépourvus d'intensité à un point. Voyons, vous acceptez bien que tous les hommes, même de meilleurs que moi, peuvent céder à une tentation vulgaire. Je présume que toutes ces tentations sont de même qualité, mais Jacqueline n'a pas tort de trouver qu'il faut avoir totalement perdu le sang-froid pour risquer d'être surpris comme vous l'avez été au milieu d'une soirée. Ah, vous avez bien raison, c'est délirant, ça n'a pas de nom. Depuis quelque temps, je suis très absurde. Je ne sais plus choisir mes actes ni leurs circonstances. Je suis détraquée.
C'est la passion, vous voyez bien. Ne faites pas une méchante figure, non, ce n'est pas la passion, pour madame Simpson du moins. La passion, c'est bien autre chose que ce mauvais caprice qu'elle m'a inspiré. C'est l'idée fixe, la vision irrésistible d'une femme. Ça ôte le goût des plaisirs. On a besoin d'être seul et de se taire. On étouffe de n'avoir pas avoué, et on a une peur folle que quelque circonstance fasse sortir de soi le secret acharné. On est certain de n'être pas compris, ou, si on vous comprend, d'être repoussé parce qu'on se sent indigne, tellement. Quel rapport a tout ceci avec votre liaison? Ah, pas le moindre, je vous jure. Il passa la main sur son front et sourit très nerveux. Je voulais dire simplement que ce n'est pas ainsi que j'ai jusqu'ici aimé madame Simpson, ni aucune autre. Pas même Jacqueline? Non, elle ne s'en serait pas souciée. Quand nous nous sommes mariés, je l'ai trouvée aussi éprise d'elle-même que je pouvais l'être. Elle demandait de l'admiration, de la tendresse. Je lui ai donné tout cela et même davantage. Pendant quelques mois, nous avons été très heureux. C'est ainsi qu'on dit, n'est-ce pas? Pour exprimer que deux êtres échangent des sensations violentes. Quand notre enfant est mort, elle s'est retirée de moi tout à fait. Oh, je ne lui en sais pas mauvais gré. Dans ces crises, chacun fait comme il peut. Seulement, si nous avions été des amis, notre chagrin nous aurait repris. Ça a été le contraire. Est-ce bien sa faute si vous n'étiez pas des amis? Avez-vous pris les peines qu'il fallait? Nous avons mal commencé. Il n'y avait entre nous que du désir, ça fausse le reste. Et puis, remarquez-le, la vocation de plaire atteint le maximum chez Jacqueline. C'est sa fonction. J'ai répondu à sa volonté en restant toujours séduit. Ce n'est pas le moyen d'aller au fond d'un être. Mais quand vous étiez malheureux, tous les deux, vous auriez pu faire l'effort nécessaire. Elle ne songeait pas à vous séduire alors. Oh non, elle ne songeait même pas que j'existais. Mais on n'a guère envie de se dévouer quand on souffre. Moi, surtout, qui suis mal organisée pour souffrir, alors que voulez-vous? J'ai tenté d'échapper. Ah, si j'avais eu quelqu'un, une amie comme vous, qui m'eût soutenu, dirigé, ainsi que vous pourriez le faire si vous vouliez. J'ai pris l'habitude des amusettes sentimentales. Quand Jacqueline s'est un peu consolée, le mal était déjà fait. Cependant, tout aurait pu s'arranger si elle avait cherché en moi son principal intérêt. Mais à ce moment-là, par réaction, elle s'est jetée dans la vie mondaine, s'est occupée d'un tas de choses, de tout excepté de moi. Alors j'ai continué. À vrai dire, je n'aurais jamais pensé qu'elle me crût fidèle, ni qu'elle attachât la moindre importance à ce que je ne le fusse pas. Alors, pendant votre voyage d'Allemagne, vous imaginiez qu'elle était au courant de votre liaison, et qu'elle s'arrangeait de faire ménage à trois. D'abord, madame Simpson n'était pas ma maîtresse à ce moment-là. Si. Comme vous dites cela, qu'en savez-vous? Je sais. Bien oui, c'est vrai, je ne peux pas mentir à vous, mais je voudrais trouver un moyen de vous faire comprendre que j'ai eu des excuses. Je ne sais comment m'y prendre pour vous persuader, sans être grossièrement indélicat, et d'une fatuité imbécile. Vous vouliez dire que madame Simpson vous a provoqué? Je suis toute prête à le croire. C'est une basse créature. Puisque vous devinez tout, avouez que mon cas est un peu moins mauvais qu'il ne vous semblait. Non, mais laissons ces choses, c'est répugnant. Parlons de Jacqueline, vous n'êtes ici que pour cela. Certes, vous ne pouvez pas savoir le bien que cela me fait de me raconter à vous. Tout va s'arranger, si vous voulez bien vous en occuper. Je ne comprends pas ce qu'il y a en vous qui attire le meilleur de moi. J'ai le cœur plus net quand je vous regarde. Mais Jacqueline, enfin, parlons de Jacqueline. Sincèrement, l'aimez-vous encore? Oui. Mais vous êtes-vous demandé si pendant ces 4 ans où elle m'a témoigné tant de cordiale indifférence, elle avait eu pour moi une tendresse bien ardente? Dans cette histoire-ci, elle a gardé un sang-froid singulier. J'ai toujours cru que lorsqu'une femme était atteinte en plein amour, elle faisait des gestes malhabiles, disait des sottises, perdait un peu la tête. Quant à moi, je n'ai pas manqué à exécuter ces différents exercices, car vraiment je suis très malheureux. Elle a trouvé des mots blessants, des intonations spirituelles, et m'a couvert de ridicule. Croyez-moi, ce ne sont pas là des façons d'amoureuses. Mais s'il vous plaît, de quoi s'agit-il? Vous n'avez plus pour Jacqueline que de l'amitié. Vous jugez qu'elle n'en a même plus pour vous. Que prétendez-vous tirer de tout cela? Pour l'instant,
Je voudrais vivre en paix, ne plus voir la méchanceté de son regard, et qu'elle renonçât à avoir des manières qui me donnent la sensation de rentrer chez moi après avoir purgé une condamnation infamante à la suite d'une infraction grave aux lois de ce pays-ci. Mais que comptez-vous faire de vos maîtresses? Madame Simpson est partie vendredi après m'avoir affirmé qu'elle ne m'avait jamais aimé, ce dont je me moque éperdument. J'ai liquidé Singley ce matin même. Je suis l'homme le plus solitaire. Et j'ai l'impression que mon téléphone fait des grésillements et je voudrais pas que ça s'entende sur le micro. Po, 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 le plus solitaire. Et j'ai l'intention de le demeurer. C'est bien facile dans certains états d'esprit. Quels états d'esprit? Oh, ce serait trop difficile à expliquer. Aussi bien ne voudriez-vous pas comprendre. Parlons d'autre chose. Vous pouvez dire à Jacqueline que j'ai agi de mon mieux pour satisfaire à sa dignité et que je reste son ami le plus tendre, prêt à accepter tout ce qui lui plaira de m'imposer. Je tâcherai de la persuader de vos bonnes intentions, mais c'est de vous surtout qu'il dépend qu'elle puisse y croire. Non, non, je suis l'ennemi. Comprenez donc que sa vanité est en défense. Elle se gardera comme d'une faiblesse de croire rien de ce que je pourrais lui dire. Vous la jugez très mal, elle n'est pas vaniteuse. Presque toutes les femmes le deviennent en face de l'infidélité de l'homme. Vous décidez que Jacqueline se conduira comme vous feriez à sa place. C'est absurde. Pensez-vous qu'elle me sauterait au cou si j'allais lui dire j'aime votre intelligence, j'apprécie votre caractère, et je vous suis entièrement dévoué. Vivons en amis sûrs, calmes et graves. Pas du tout. Je n'ai encore vu aucune femme qui prit plaisir à ce qu'on se montrât moins troublé par sa beauté que sensible à sa valeur morale. Je suis bien certain qu'on vous offenserait en témoignant si peu que ce fût de l'émotion créée par votre incomparable splendeur. En effet, mais ne seriez-vous pas indulgente à qui, sans se permettre même de penser que vous êtes tel que vous êtes, à qui vous avouerez souhaiter de toute son énergie un droit à votre pitié, à votre sympathie, cette sympathie dont j'ai entendu la voix qui brûle l'autre soir, dans la musique qui pleurait et chantait sous vos doigts. Je n'ai jamais eu l'occasion d'accueillir ni de refuser rien de pareil. Ceux qui sont mes amis ne parlent pas de leur amitié. Elle est là, je le sais, cela suffit. Ne permettez-vous pas, cependant, que je parle quelquefois de la mienne? J'ai tant besoin de vous. Ce serait si encourageant, cette tendresse limpide, sans équivoque. Vous avez vu, tout à l'heure, j'ai tenté de vous mentir, je n'ai pas pu. Vous êtes la seule personne qui m'ait donné l'envie de me montrer à fond. Dussé-je en pâtir? Je vous apporte un cœur simplifié, pas très bon, mais si vrai. Prenez-le, que craignez-vous? C'est une œuvre de charité que je vous propose, grande sœur des pauvres. J'accepte votre amitié, et je ferai de mon mieux. Puisque vous semblez croire que mes conseils puissent vous servir, je vous conseillerai. Seulement, à votre première résistance, au moindre mensonge, notre pacte sera rompu. Entendu. Me voici tranquille quant à sa durée. J'irai demain voir Jacqueline, et j'espère la convaincre de votre sincérité, comme j'en suis convaincue, car je le suis. Pourquoi seriez-vous venu ici? Parce que je vous aime. Il avait dit cela vivement, il se reprit avec quelque gaucherie. Car je vous aime beaucoup, grande amie. Il faut vous résigner à le supporter. C'est inutile à dire. Ce sont les actes qui prouvent. Je ne le dirai plus jamais. Permettez-vous que je revienne après-demain pour savoir les résultats de vos premières tentatives? Oui. Merci, passionnément. Et dites, de vous, ne parlerons-nous jamais? À quoi bon? Elle se leva. Je pars, dit André en se levant aussi. Vous avez un grand désir d'être laissé en repos. Cela se voit. Vos yeux n'ont pas le beau calme froid et chaud qui leur est habituel. Voulez-vous me donner la main en signe d'alliance? Merci. Et puis-je baiser cette main qui me tient et me conduit comme on baise les doigts de la Madone au miracle? Je n'en vois pas la nécessité. Oh, vraiment? Suis-je pour vous un si dangereux personnage qu'avoir la main baisée par moi vous paraisse indécent ou pas sûr? Faites comme vous voudrez, mais allez-vous-en, il faut que je travaille. André se courba sur le poignet de la jeune fille et appuya longuement sa bouche. Il vit, en se redressant, que Léonora était toute rose. Adieu, grande amie, dit-il simplement. Elle répondit adieu,
et le laissa partir sans l'accompagner. Quand elle fut seule, elle se tourna d'un mouvement machinal vers la grande toile où Iseux agitait l'écharpe qui suscite Tristan dans la nuit amoureuse, et resta là longtemps, la figure sombre. Monsieur Desmoustiers, arrêté sur le trottoir, avait pris son cigare. À la lueur bougeante de l'allumette, on eût pu croire que ses yeux riaient. Sans doute, il n'en était rien. D'où lui serait venue l'envie de rire? Troisième partie. 1. Les rumeurs d'été venaient battre contre les murs du Louvre et y mourir. La grande cour enfermait un cube de silence. L'ombre bleue du bâtiment semblait immuable, comme peinte sur le sol. Midi sonnait à l'horloge. Des copistes sortaient du musée. L'heure brûlait, immobile à force d'ardeur. Léonora, échappant à l'excessive lumière pour entrer dans la soudaine fraîcheur de la salle égyptienne, vit Eric Hansen qui marchait vers elle. « Pourquoi m'avez-vous donné rendez-vous ici ?» dit-il. « C'est une drôle d'idée de se retrouver dans un musée quand on s'est pas vu depuis... Savez-vous combien de temps ? J'ai fait le compte en vous attendant. Il y a 9 mois et 5 jours. Je vous ai écrit de venir ici parce que c'est le seul endroit frais de Paris. Et à cette heure-ci, les gardiens même sont évanouis dans l'espace. Nous serions moins seuls chez moi. Ma jeune bonne adore écouter aux portes. C'est une manie congénitale, on n'y peut rien. Et puis, ça tient peut-être à ce qu'elle a l'oreille à hauteur de serrure. Je suis allée 2 fois chez vous, sans vous rencontrer. Vous l'a-t-on dit? Je suis souvent dehors, j'ai des masses de leçons. Qu'y a-t-il, Léo? Pourquoi demandez-vous ça? Ah, vous avez pris des façons de femme. Vous questionnez au lieu de répondre. Je vous demande ça parce que vous parlez pour faire du bruit devant votre pensée, parce que vous n'avez pas de plaisir à me voir, parce que vous êtes maigre et que vous avez l'air obsédé. Je vais très bien, au moins je le suppose, mais si j'ai un air singulier, vous ne me le cédez en rien, et vous avez une mine. Je viens de voyager très vite, j'ai des ennuis. Quoi? Ce sont des choses qui n'appartiennent pas qu'à moi. Vous ne vous trompiez pas quand vous disiez que je n'étais pas adaptable à ce que je voulais faire. Je renonce. Tant mieux. Vous avez des regrets? Non. De la fatigue et un écœurement. Tenez, regardez. Il désignait le buste en marbre de la femme inconnue, devant lequel ils étaient arrivés en marchant par les salles. Croyez-vous que ça ne vaut pas mieux que toutes les rêvasseries qu'on fait pour le perfectionnement de l'humanité? Être un bon ouvrier d'idéal, travailler en cherchant humblement l'âme de secrète beauté du réel, qu'est-ce qu'on a de mieux à faire? Si chacun, enfermé dans un endroit bien clos, s'entêtait à tirer de soi-même l'œuvre d'art, de pensée ou de bonté immédiate, dont le potentiel est en lui, la vie deviendrait plus facile pour tous. C'est nouveau, ça. Qu'a-t-il bien pu vous arriver? Rien, hein? Je me suis aperçu que j'avais usé plus de temps et de substances cérébrales pour redresser les idées des gens, dont j'ai partagé les risques, sans accepter les chimères, qu'il n'en aurait fallu pour écrire un livre utile. À quoi bon? Mais à quoi servent les efforts qu'on fait? Est-ce que vous croyez encore à la perfectibilité de l'homme, vous? Moi, j'ai renoncé à ça aussi. Nous nous imaginons que nous sommes plus doux à la souffrance, que les contemporains d'Othon le Grand, c'est bien possible, mais la faculté et les causes de la souffrance ont augmenté plus vite que la bienveillance, et le niveau du bonheur ne s'est pas élevé, ni ne s'élèvera. On n'atteint que les symptômes des maladies morales comme des maladies du corps. On n'atteint pas le processus morbide, car la maladie, c'est la vie. Souffrir, c'est l'irréductible loi. On change le nom de la douleur, on la déplace, on ne la supprime ni ne la diminue. Éric, c'est vous qui dites ces choses? Oui, c'est moi, exactement. J'ai cru, j'y crois encore, à un avenir où tout le monde aura du pain et des loisirs. La belle affaire. Autrefois, manger à sa faim et être libre de développer son intelligence me paraissait suffisant pour ce bonheur général auquel on s'intéresse tant qu'on croit qu'il y a quelque part un bonheur particulier à soi réservé.
Maintenant, je trouve ça stupide. Pourquoi? Mais parce que quand tout le monde aura le temps de regarder en soi-même, on s'inventera de nouvelles tortures. Non, car la raison sera fortifiée chez des êtres que n'abrutira plus l'excès de travail. Oui, oui, je sais, c'est la vieille histoire, les religions oubliées, l'esprit scientifique pénétrant les masses, refaisant les mœurs, plus de parents idiots élevant des enfants scrofuleux, tuberculeux ou cardiaques, tous les hommes avec une santé de fer et un esprit libre. On ne verra plus que des gens doués d'un parfait sens critique, ni dégénérescence, ni tares ataviques, l'équilibre partout, la joie universelle. Naturellement, vous me l'avez dit assez souvent, en ôtant la maladie et l'injustice, on met chacun en état de ne plus attribuer aux autres inconvénients de la vie que l'importance qu'ils ont vraiment. Donc, on est plus heureux. Ah que non. Savez-vous ce qui arrivera dans ces temps où on aura supprimé les paysages et où il n'y aura que des choses d'acier et de cuivre au lieu d'arbres, où tous les torrents seront dans des tuyaux, et lorsqu'il ne restera plus pour inciter le rêve que la mer, l'indomptable mer et le ciel, il arrivera que 2 ou 3 faibles êtres en régression vers le passé, voyant un soir le soleil mourir, auront le cœur gonflé d'une détresse imprévue. Le désir périmé de l'impossible leur tordra les nerfs, et les pleurs, les cris, la magnifique misère de ceux-là tenteront les bons équilibrés vers le besoin de sentir au-delà de leurs forces, vers l'inutile désespérance. C'est quand l'humanité sera solidement rationalisée, bien nourrie, instruite et sceptique, qu'on y verra éclater comme des pestes, des crises de lyrisme vénéneux et des souffrances plus corrodantes qu'aucune de celles que nous avons connues, car on y sera mal préparé. Personne ne saura plus cet art de souffrir si nécessaire à l'âme multiforme. Éric parlait. Sa figure était diminuée. Ses yeux luisaient trop, sertis dans des ombres violettes. Léonora dit doucement: « Vous l'aimez toujours? » Qui? Éric. Si je vous blesse, un mot suffira pour que je me taise. Mais ne mentez pas avec moi. Non. Je suis là, d'ailleurs, de ne jamais entendre son nom que dans mon crâne, où il sonne la folie. Parlez-moi d'elle. Qu'est-elle devenue pendant que j'étais en Amérique? Rien n'est changé, apparemment du moins. Elle a passé tout l'été dernier à Paris. Ensuite, elle est allée à Blanche-Roche, sa propriété, en octobre et novembre. Puis après en Italie, sans son mari. Elle était avec les Lurcel. Elle n'est rentrée qu'au mois de mars. Elle est encore ici en ce moment. Que voulez-vous que je vous dise d'autre? Ce qui se passe en elle, il faudrait le savoir. Elle ne me raconte plus rien depuis longtemps déjà. Je ne la comprends pas. Je ne l'ai jamais comprise. Elle est... Alors attends, j'ai sauté un mot. Ah oui, d'accord. Je reprends. Papa, 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 papa. Elle est insaisissable. Savez-vous que je me suis demandé parfois si elle ne vous aimait pas? Elle a parlé de moi, que disait-elle? Oui, elle a parlé de vous l'autre année, pendant les 2 mois qui ont suivi votre départ. Elle avait des manières bizarres, contraintes, nerveuses, elle qui manœuvre si bien sa figure et sa voix. Du reste, elle était comme ça avec vous aussi. Vous n'avez pas pu ne pas le remarquer les 2 fois que vous vous êtes rencontrés chez moi en avril. J'ai cru qu'il y avait un secret entre vous, mais je me trompe sans doute. Oui, tout à fait. Je ne l'ai vue que chez vous et au parc Monceau, un matin où je lui ai dit: vous ne l'avez pas mise au courant des choses que vous faites? Grand Dieu, non. Et vous non plus, j'espère. N'ayez pas peur. Je ne suis pas complètement folle. Mais pourquoi avez-vous si peur, au fait? Vous avez pâli davantage encore. Elle aurait un tel mépris de moi. Qui sait? Les femmes aiment le danger des autres, pas elle.
Pardon, je ne voulais pas l'insulter. Je sais, Léo, je sais, vous l'aimez aussi. Vous rappelez-vous quelques-uns des mots qu'elle a dit à mon sujet? C'était toujours peu de choses. Quand je lui ai appris que vous aviez quitté Paris, j'ai raconté que vous alliez organiser des coopératives et fonder un journal pour les ouvriers. Elle est devenue blanche. Elle a détourné la conversation. Évidemment, elle avait peur d'en dire plus qu'elle ne voulait. Et puis, elle demandait de vos nouvelles presque tous les jours. Elle vous citait lorsqu'elle affirmait quelque chose. Elle disait: il penserait cela, il jugerait ainsi. Pendant des semaines, votre souvenir l'a hanté. Et après? L'été, je ne l'ai pas beaucoup vue. Quand je suis allée la retrouver à la campagne en octobre, elle n'a pas une seule fois prononcé votre nom, pendant tout mon séjour. Pardon, pauvre Eric, je vous fais plus mal? Non, il faut de l'étonnement pour ajouter au mal qu'on a, et je ne suis pas étonnée. Ça devait être ainsi, pourquoi penserait-elle à moi? Elle aime toujours son mari? Oh non, certes non. Elle s'est très vite consolée de son grand désespoir. Leur vie a été difficile pendant quelque temps, elle était très dure avec lui, il a eu une patience, il a fait ce qu'il a pu, mais la vanité de Jacqueline n'a pas pu pardonner. Soyez tranquille, si elle ne pardonne pas, c'est qu'elle l'aime encore. Il aura son heure. Il est si séduisant, ce personnage. Vous vous trompez. Je vous garantis qu'elle ne l'aime plus, si tant est qu'elle l'ait jamais vraiment aimé. Maintenant, les choses marchent tranquillement, elle ne s'occupe plus de lui, ils se voient au repas et sortent ensemble le soir. Elle le traite comme on fait d'un indifférent trouvé dans une gare et avec qui on cause, sans trop songer à ce qu'on dit, en attendant les deux trains qui vont emmener chacun dans une direction opposée. Et dites encore, cet apaisement s'est-il produit au moment où elle a cessé de parler de moi? Quelle étrange question, attendez que je cherche. Voyons, mais oui, vous avez raison, ça a coïncidé. A-t-elle de nouvelles relations? Qui voit-elle beaucoup en ce moment? Ah, je comprends votre idée, mais là encore vous vous trompez. Il y a toujours les mêmes gens autour d'elle. Les Audichans, les Lurcel, Madame Steinweg, Lamar, Allman, Barrois, et toute la bande de ses snobs habituels. Ah, il y a les Marken, qu'elle voit un peu plus souvent. Vous savez, le Marken du Prométhée vengé. Oui, je le connais. C'est un individu inquiétant, il sait trop de choses sur trop de gens, et pas par hasard. Alors elle le voit souvent, très souvent? Non, pas très souvent. Les Marken ne vont chez elle qu'aux grandes réceptions, mais elle le rencontre un peu partout, je crois. Amoureux d'elle, bien entendu. Je ne sais pas trop. Puisque vous le connaissez, vous devez vous rendre compte que ce n'est pas un cœur ouvert à deux battants. S'il sait les affaires des autres, on ne sait pas les siennes. Je n'avais jamais songé qu'il pût être amoureux de Jacqueline. L'amour n'est pas ma préoccupation fixe. Et le flirt, ce n'est guère le genre de Marken. Cependant, cependant quoi? Je pense, lui et sa femme qui ont toujours été aimables avec moi mais sans plus, se sont depuis 1 an jetés à ma tête. Ils m'invitent tout le temps. Marken a voulu que je donnasse des leçons d'accompagnement à sa femme, qui joue bien du piano, c'est tout ce qu'elle sait faire, cette dinde noire. Et puis Marken passe son temps à me rendre service. Je me suis souvent demandé, sans y rien comprendre, d'où lui venait cette passion de m'obliger, car ça n'est pas Saint-Vincent-de-Paul après tout. Et vous croyez qu'il veut avoir auprès de Madame Desmoustiers une répondante de l'excellence de son âme? Il vous parle beaucoup d'elle? Non, jamais. Il ne parle pas des gens. Il en fait parler. Ça me frappe maintenant que vous attirez mon attention là-dessus. Je ne suis pas avec lui 10 minutes qu'il faut que je prononce le nom de Jacqueline. C'est irrésistible. Est-ce curieux que je ne m'aperçoive de ça que maintenant? Sa femme n'est pas jalouse de Madame Desmoustiers? Non. Elle se localise sur les actrices. Et puis, cette jalousie-là, c'est surtout un moyen d'empêcher qu'on regarde dans ses affaires. Elle témoigne à Jacqueline beaucoup de servilité parce qu'elle l'utilise pour augmenter ses relations. Elle va partout maintenant, on la supporte à cause de son mari. Il a des succès dans le monde. Il plaît à Madame Desmoustiers. Il l'ennuie moins que les autres. Il est renseigné sur tout et il s'est fait une attitude d'insolence qui la repose des bonnes façons mondaines. Mais s'il lui plaisait tant que ça, je suppose qu'elle ferait mieux de l'inviter quand elle a 200 personnes et de rendre à Madame Marken une visite sur 10. Comment savez-vous qu'ils se rencontrent souvent dans le monde? Est-ce que vous y allez? Ou bien vous parle-t-elle de lui chaque fois qu'ils se sont vus?
Quel interrogatoire! Non, je ne vais pas dans le monde, excepté pour y jouer. Non, elle ne me parle pas de lui. Je sais les faits et gestes de Marken par madame Steinweg, dont la sœur est une de mes élèves de violon. Madame Steinweg s'est toquée de Marken et n'a jamais fini de raconter des histoires sur lui. Comment est-elle? Gaie? Triste? Ce n'est pas madame Steinweg que vous voulez dire, je pense. Comment est Jacqueline? Un peu différente. Elle a plus d'indépendance d'allure. Si elle voulait quelque chose, elle le voudrait plus énergiquement, je crois. Elle n'est ni gaie ni triste. Elle doit s'ennuyer. Elle s'occupe d'une foule de choses, mais sans ardeur vraie. Elle continue à voir des pauvres, elle est généreuse, bonne même. Mais elle met de trop belles robes pour aller chez eux. Elle a souvent des déconvenues avec ses protégés, et elle les raconte avec beaucoup de verve. On dirait que ça l'amuse de ne pas réussir dans ses charités, et qu'elle continue pour se donner un plaisir d'ironie. Vous voyez constamment, j'ai pris l'habitude d'être là comme un tampon au temps où le ménage marchait si mal. Vous êtes très lié aussi avec monsieur Desmoustiers. Un peu. Il a souffert de cette rupture. J'ai eu pitié de lui. Il est capable de souffrir. Je ne l'aurais pas imaginé, mais dites, Léonora, depuis près de 2 ans qu'ils sont séparés, il a dû avoir bien des aventures. Je crois que non. Il vous l'a dit, positivement, et vous l'avez cru. Je n'y vois rien d'impossible, il est très changé. Vous êtes sa confidente. Je suis son amie. Il vient souvent chez vous, 2 fois par semaine ou 3, davantage sans doute. Comment le savez-vous? Je le devine. Vous dit-il combien il vous trouve belle? Jamais. Voyons, Éric, êtes-vous fou? Que supposez-vous? La vérité. Si monsieur Desmoustiers se convertit, c'est qu'il désire celle qui le prêche. Je vous plains. Il faut que vous souffriez beaucoup pour devenir à ce point injuste, grossier et inintelligent, dit Léonora avec une soudaine violence. Je ne suis rien de tout cela, mais je vous ai aimé, vous le savez, bien que vous ne m'ayez jamais permis de vous le dire. J'ai gardé pour ce qui vous touche une prescience susceptible. Vous ne voyez pas combien vous êtes différente de vous-même. Il y a de la peur dans vos yeux si braves. Ma chère, si chère Léo, vous avez cessé de juger cet individu parce que vous l'aimez. Ah, vous êtes bien libre, et ça ne me regarde pas. Tout de même, je ne peux m'empêcher d'être irritée quand je vois la créature d'orgueil et de liberté que j'admirais abdiquer pour prendre rang dans la liste des 1003 de ce séducteur de salon. Et moi, j'éprouve quelque chose d'analogue quand je vous vois m'insulter pour satisfaire la haine que vous inspire monsieur Desmoustiers, et cela seulement parce qu'il est le mari d'une femme dont vous avez envie. Éric toucha le bras de mademoiselle Barozzi d'un geste tendrement autoritaire. Taisons-nous un moment, il faut nous apaiser. Nous allons nous faire trop de mal. Elle obéit. Ils étaient devant un des esclaves de Michel-Ange et le regardaient pensifs. Ah, la belle image de nos pauvres cœurs, dit enfin Éric dont la voix s'était calmée. Comme nous sommes bien tels, des titans, liés avec l'illusoire puissance de nos muscles inutiles. Quand serons-nous assez forts pour que nos passions n'oppriment plus notre vouloir, comme ces liens de marbre enserrent la beauté lamentable de ce corps captif? Pourquoi le besoin d'aimer, cette cime de l'énergie vitale, est-il mêlé de tant d'angoisse? Les idées, les grands espoirs, tout est à la merci d'un regard, du pli d'une bouche. Ne reviendrons-nous jamais à l'amour brutal et sain qui s'assouvit dans un plaisir simple, sans que les rêves s'y infiltrent, nous saturant de leur poison? Une femme en veut une autre. Qu'est-ce donc que cette démence qui nous obstine à vouloir une créature particulière, à ne vouloir qu'elle, à lui donner tant d'importance que la nature, l'humanité, tout disparaisse, qu'il n'y ait plus qu'elle au centre du monde, déserté. L'amour, l'exécrable amour, conduit à admettre la dualité de l'être. Il nous fait sentir notre âme, non seulement différente de notre corps, mais indépendante de lui, errante, seule et torturée, loin de cette loque qu'elle oublie.
Ce n'est que le désir physique qui engendre ces folies. Et pourtant, cet amour égaré finit par abolir la conscience même du désir. On ne souhaite plus posséder, cela ne suffirait pas. Le néant seul serait assez grand pour combler une telle avidité. On veut la mort. Ah, Léo, si vous aviez accepté mon affection calme et digne de nous deux, nous aurions été sauvés, mais non, ce n'était pas possible. Et puis, je vous aimais mal, sans doute, puisqu'il m'a suffi de regarder dans ses yeux où un peu de musique avait mis son trouble passager pour me détacher de vous en un instant. Tout de suite, je lui ai appartenu irrévocablement. Elle m'a arraché de mon devoir, car je vous ai menti tout à l'heure. Pauvre ami, en quoi avez-vous menti? En disant que j'abandonnais par lassitude ses compagnons d'autrefois. Ce n'est pas vrai. C'est parce que je veux être libre. Habiter la ville qu'elle habite, n'avoir la pensée prise par rien d'autre qu'elle, et tout cela pour avoir cru qu'il y avait en elle la puissance d'un tel amour et que peut-être mais non, je n'espère rien, je ne désire rien. Il me suffirait de la voir, de regarder le mouvement de sa vie dans les colorations alternées de son visage et les lueurs mobiles de ses indéchiffrables yeux. Voyez-vous, Léo, quand nous cultivons en nous le sens de la pitié, nous y ouvrons de prodigieuses sources de douleur. Car la pitié est curieuse du secret des âmes. Elle en a la faim, la fureur. Ah, posséder une âme et y entrer, la retenir. Mais c'est là l'impossible. C'est le rêve qui rend fou et qui tue. Tendrement, Léonora dit, pauvre Éric, j'avais toujours pensé que vous tomberiez de votre orgueil. Vous n'êtes qu'un passionné, un pauvre passionné. Et vous, qu'êtes-vous d'autre? Moi, je ne sais rien des troubles dont vous venez de parler. Si j'avais quelque jour la honte de sentir cela en moi, je ne ferais pas comme vous. Je m'éloignerais de qui me le ferait éprouver. Les yeux d'Éric pesaient sur elle et elle détourna la tête. Il va falloir que je m'en aille, dit-elle. Où? Donner sa leçon d'accompagnement à madame Marken. J'irai avec vous jusqu'à la porte. Je n'ai pas le courage de vous quitter encore. Comme vous voudrez. Ils sortirent du musée silencieusement. Quand ils eurent marché quelque temps, expliquez-moi ces Marken, dit Éric en s'arrêtant pour regarder par-dessus le parapet l'eau du fleuve, où le soleil faisait pétiller son insupportable éblouissement. Ce sont des gens qui échappent à l'analyse. Ils ont l'air de réciter des rôles dans un décor mal planté qui menace de leur tomber sur la tête. Rien n'est réel dans leur existence. Au moins, j'en ai l'impression. Il y a un grand luxe chez eux. Madame Marken s'habille chez Doucet, lui a des automobiles. L'appartement est trop petit pour le nombre des domestiques qui y circulent. Il donne des dîners extravagants. Marken doit dépenser des fortunes chez les fleuristes. On voit, chez madame Steinweg, des corbeilles invraisemblables envoyées par lui. Chez Jacqueline aussi, du reste. Il lui donne des fleurs? À quel propos? Sans aucun propos, comme ça. Je me souviens d'avoir entendu André, monsieur Desmoustiers, s'en étonner comme vous. Marken a inauguré ce système un jour de musique chez madame Steinweg. Jacqueline avait fait un compliment du panier d'orchidées qui était là, et tout de suite Marken a dit vous permettrez peut-être, madame, à la fleuriste qui a arrangé ses fleurs, je la protège, elle est très intéressante, pauvre femme, de vous envoyer parfois des bouquets. Ça avait l'air, du coup, de la recommandation, d'un tapage de charité. Jacqueline a répondu oui, donnez-moi son adresse, je m'en occuperai. Le soir même, elle a reçu un monceau de roses entortillées de tulle noire. C'était joli, du reste. Depuis, ça a continué, on n'y fait plus attention. Il doit agir ainsi avec toutes les femmes qui le reçoivent. Et pour commenter ses façons somptueuses, on rencontre dans son antichambre des têtes d'huissiers et d'usuriers. Je connais ces gens-là, j'en vois souvent. Ils ont un regard acide qui ne trompe pas. Quelquefois, pendant les leçons auxquelles il assiste toujours, le valet de pied vient dire à Marken c'est la personne d'hier matin. Il sort très vite et rentre avec une figure d'assassin. De temps en temps, quand je suis seule avec elle, sa grue de femme dit un mot qui fait deviner des ennuis d'argent. Il me paye mes leçons 20 francs. Et un jour, elle m'en a emprunté 15 pour régler une facture. Alman, le peintre, m'a dit qu'il ne se maintenait que soutenu par le syndicat de leurs créanciers. Oui, c'est la règle. On pourrait croire que créanciers et débiteurs
ont des intérêts antagonistes, pas du tout. Ils réunissent leur action. Le débiteur n'a qu'une idée, continuer à dépenser et ne jamais payer. Les créanciers agissent au mieux pour lui fournir le moyen de faire de nouvelles dupes. C'est vrai. Et comme c'est singulier. Pour moi, tout ce que j'ai vu, et j'en ai vu des gens détruits par la dette, m'a persuadé que les usuriers avaient des cervelles de poètes et un chimérisme à nul autre pareil. L'argent est une sale chose qui détraque le bon sens de ceux dont le métier consiste à le faire travailler. Marken n'a pour toute fortune qu'une dette énorme, et il peut acheter n'importe quoi, pour n'importe quel prix. Si j'essayais d'en faire autant, ça ne réussirait pas. Il a du crédit. Oui. Est-ce assez fou? Le crédit de Marken. Le crédit en soi, du reste. Quelle extravagance lorsqu'on le regarde au point de vue de l'absolu que ce prolongement métaphysique de l'argent qui, dans ce cas-ci et dans beaucoup d'autres, ne s'appuie sur rien. C'est pareil à l'aboutissement de l'amour hors de la réalité, dont vous parliez tout à l'heure. Les deux idées voisinent. L'argent, comme l'amour, représente la domination. La vie ne nous apparaît plus comme un cercle fermé, mais comme une spirale qui monte dans l'inconnu. On veut aller toujours plus haut. Cet appétit de l'excessif augmente à mesure que la vie multiplie ses formes. Pour le satisfaire, nous avons besoin de la notion tout idéale du crédit, qui étend le domaine des possibilités comme nous avons besoin de pousser l'amour au-delà de son objet en plein rêve. Tout cela ne vaut pas les joies qu'on trouve lorsqu'on a le don de la solitude. Dès qu'on se mêle aux hommes, il faut posséder et vaincre, on devient mauvais. Chaque jour, j'admire davantage les âmes fines qui s'isolent dans l'ascétisme et la vision, comme faisait notre Werner. Puisque nous devons peupler l'espace avec les fantômes de notre imagination, n'est-ce pas plus pratique d'adorer le bon Dieu à grande barbe, fâché ou aimable selon le cas, et d'utiliser l'effort qu'il faut faire pour ne pas mourir en se donnant la tâche de conquérir une éternité confortable? Pas nécessaire. Le bien accompli paye tout de suite l'effort qu'il coûte. Non, grande amie, sans cela vous seriez heureuse et vous ne l'êtes pas. Pourquoi cela vous fâcherait-il, ce que je viens de dire? Mais ça ne me fâche pas du tout. C'est que vous avez rougi et que je ne vous ai jamais vu rougir que de colère. Et puis, vous avez une figure si étrange. Non, je vous assure, j'ai été seulement un peu surprise de vous entendre m'appeler grande amie. C'est une expression dont vous n'avez pas l'habitude. J'ai tort. Rien ne vous convient mieux. Tous ceux qui approchent votre cœur devraient vous nommer ainsi, car vous êtes l'ami incomparable, et un grand être aussi. Non, je suis misérablement petite. Me voici arrivée. Déjà? Quand se revoit-on et où? J'irai chez vous. J'ai constamment des leçons. Chez moi, nous ne serions pas tranquilles. Bien. Vous n'avez pas perdu la clé de mon appartement. Non, non. Je suis allée souvent en votre absence voir si tout était en ordre. Merci. Je suis toujours là jusqu'à midi. Mais si d'aventure j'étais sortie, vous m'attendriez. Bien entendu. Dois-je dire à Jacqueline que vous êtes à Paris? À quoi bon? Cependant, si vous pensiez qu'elle souhaitât me voir, quelle absurdité, non, ne lui dites rien. À moins qu'elle ne s'informe de moi, naturellement, vous comprenez. Oui. Allons, adieu. Adieu. Nous nous aimons toujours, Léo. Certes, même au moment où l'un de nous s'obstine à méconnaître l'autre, nous restons si fraternels. Voyez-vous, ce n'est pas en vain que nous nous sommes rencontrés à l'heure qui pour nous a été la meilleure, quand tous les deux nous subissions la discipline de l'abbé Werner. Il nous avait fait de belles âmes claires et généreuses. Nous les avons abîmées depuis. Mais le lien entre nous persiste, et rien ne le cassera. Au contraire, j'ai toujours eu l'impression, ne me demandez pas de vous l'expliquer par exemple, qu'à nous deux, nous n'avions qu'un seul destin. Sans doute, en y regardant bien, on découvrirait que les grands incidents de notre vie intérieure se produisent à la même heure et se ressemblent. Vous changez de route en ce moment. Moi aussi. Je songe à en changer. J'ai envie d'aller très loin, mener une existence calmée. Êtes-vous là? Moi aussi. Nous nous apercevrons peut-être bientôt qu'il faut nous rejoindre pour finir ensemble loin des êtres qui n'ont rien pu, rien, ni nous comprendre, ni nous aimer. Vous voyez bien qu'il se passe quelque chose de grave en vous et autour de vous. Pourquoi n'est-ce pas de cela que nous avons parlé? Il n'y a rien à dire.
Ma fatigue s'accroît comme la vôtre, voilà tout. Mais adieu, décidément, je suis en retard déjà. Elle entra sous la porte cochère. Éric reprit lentement sa marche. Il allait, sa grande taille courbée un peu, la figure brouillée, vieillie et incertaine. 2. Madame, je crains que vous ne me pardonniez pas le guet-apens où je semble vous avoir attiré, dit Marken, en s'avançant à la rencontre de Jacqueline qu'un domestique venait d'introduire dans le salon. Et il avait tant de sérieux dans les façons qu'elle admit presque l'hypothèse d'un véritable guet-apens. Elle demanda « Que se passe-t-il » et tendit le bout de ses doigts. Une foule de choses lamentables. D'abord, Morelli ne vient pas. Il a une extinction de voix, l'imbécile, en plein juillet. Rien n'est paradoxal comme un ténor. Voilà déjà de quoi me mettre en très mauvaise situation. Ce n'est pas votre faute si Morelli est enrhumé. Vous ne pouviez deviner qu'il médita rien d'aussi absurde, dit Jacqueline avec une fausse cordialité. Elle ne s'était décidée à déjeuner chez les Marken que pour y entendre le grand chanteur italien. La déception lui donnait de l'humeur. Évidemment, je n'ai aucune responsabilité dans le rhume de ce musicastre. Je pourrais vous dire même que je viens de recevoir le pneumatique qui l'excuse. Mais la vérité, c'est que j'ai su hier soir qu'il ne venait pas. Il était tout indiqué de vous téléphoner. Vous ne vous seriez pas dérangé. Comment pouvez-vous croire? Ah, madame, je vous en supplie, ne tentez pas d'être polie. J'accepte d'être traité par vous comme un inférieur toléré, parce qu'il est bien entendu que j'ai la claire conscience de ma situation. Du moment où vous essayeriez de me duper avec de la courtoisie, tout cela ne serait plus supportable. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Je vais tâcher d'être plus clair. Vous vous êtes décidé à déjeuner ici parce que, en cette saison, vous n'aviez pas la chance d'entendre Morelli ailleurs. Il n'y a pas de Morelli. Il fallait vous avertir que le marché ne tenait plus. J'ai manqué de courage pour me priver de cette occasion qui, probablement, ne se retrouvera pas. C'est de cela que je m'excuse. C'est de cela que je m'excuse vers le bas de la page 215. Voilà, maman, dis-moi ce que t'en penses. Raconte.